le rêve parisien, avoir plus d'espace, plus de lumière. Souvent, pour y arriver, il y a une solution qui semble radicale. Abattre un mur. Mais attention, pas n'importe lequel. On va plonger ensemble dans les coulisses d'un projet qui peut vraiment transformer un appartement. L'ouverture d'un mur porteur. Voilà la question centrale. Parce que derrière cette envie d'un grand salon hyper lumineux, se cache un parcours qui peut être semé d'embûches, qu'elles soient techniques ou administratives. L'enjeu est de taille. On veut optimiser son espace, bien sûr, mais sans jamais, au grand jamais, compromettre la sécurité de tout l'immeuble. Alors comment on s'assure que le rêve ne vire pas au cauchemar? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant même de commencer à imaginer la future grande pièce à vivre, il y a une étape qui est absolument fondamentale, savoir à quel type de mur on a affaire. Est-ce une simple cloison ou un véritable mur porteur, la colonne vertébrale de l'appartement? Bon, il y a quelques indices assez simples pour se faire une première idée. Une cloison, en général, elle fait moins de 10 cm d'épaisseur et quand on toque dessus, ça sonne creux. Un mur porteur, lui, c'est une autre histoire. Il est plus épais, souvent plus de 15 cm, et le son est plein, sourd. Sa fonction, ce n'est pas juste de séparer deux pièces, c'est de soutenir la structure. Mais attention, et c'est là que ça se corse, surtout dans les vieux immeubles parisiens. Une simple cloison peut, avec le temps, avec l'affaissement naturel des planchers, devenir ce qu'on appelle semi-porteuse. En gros, elle s'est mise à supporter une charge qu'elle n'était pas censée porter au départ. Et c'est précisément là que le diagnostic amateur atteint ses limites. Pour avoir une certitude absolue, il n'y a qu'un seul pro qui peut trancher. C'est un bureau d'études techniques, le fameux BET. Et là, le diagnostic est d'un tout autre niveau. On analyse les plans d'origine de l'immeuble, on fait des petits sondages dans le mur pour voir de quoi il est fait, et on va même voir chez les voisins du dessus et du dessous pour comprendre comment tout ça fonctionne. Bref, rien n'est laissé au hasard. Ok, le verdict est tombé, c'est bien un mur porteur. On entre alors dans la deuxième phase, et c'est souvent la plus redoutée, le parcours du combattant administratif. Parce qu'en copropriété, on ne touche pas la structure comme ça sans l'accord des autres. Et sur ce point, il faut être très clair, c'est une obligation légale. Toucher un mur porteur, c'est toucher aux parties communes et donc potentiellement à la solidité de tout le bâtiment. L'accord de la copropriété, ce n'est pas une option, c'est un impératif absolu. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, le bureau d'études et un architecte préparent un dossier technique en béton armé qui va rassurer tout le monde sur la faisabilité du projet. Ensuite, on soumet ce dossier au syndic qui le met à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour un vote. Et si on est vraiment pressé, il y a une option pour accélérer les choses. Convoquer une AG extraordinaire, mais ça, bien sûr, ça a un coût. On a le feu vert de la copro, super. Passons aux travaux. Et là, il faut tout de suite oublier l'image qu'on a en tête du chantier avec une grosse masse. C'est tout le contraire. On parle d'une intervention ultra précise, quasi chirurgicale, qui demande un vrai savoir-faire. Le processus est vraiment méticuleux, il se fait en 4 temps. D'abord, l'étaiement. On vient soutenir la structure avec des étais pour tout sécuriser. Ensuite, la découpe. Le mur est scié proprement sans vibration. Troisième étape, la pose. On installe la poutre de renfort, souvent un IPN en acier. Et enfin, le scellement, pour que cette nouvelle poutre fasse complètement corps avec le reste du bâtiment. Tout ça, ça porte un nom technique, on est dans le gros œuvre. Ce n'est pas de la simple décoration, on ne pose pas du papier peint, on touche au squelette de l'immeuble. Et ça implique des responsabilités très lourdes et donc des assurances bien spécifiques, on va y revenir juste après. Bon, maintenant, abordons les questions qui fâchent un peu. Combien ça coûte et combien de temps ça prend? Parce qu'au-delà du rêve d'espace, il y a les réalités d'un budget et d'un calendrier à respecter. Alors pour le budget, il faut s'attendre à une fourchette assez large. Rien que pour l'ouverture en elle-même, en incluant les études, il faut compter entre 4 000 et plus de 10 000 euros. C'est un vrai investissement et il y a plusieurs raisons qui expliquent une telle variation de prix. Qu'est-ce qui fait varier le prix? Il y a le coût des études, bien sûr, mais aussi le matériau du mur. Ouvrir de la pierre de taille, ce n'est pas comme ouvrir du béton. La longueur de l'ouverture et l'épaisseur du mur jouent énormément. Et puis, il y a les finitions. Un IPN laissé apparent, façon loft, ça ne coûtera pas le même prix qu'une poutre qu'il faut entièrement cacher et peindre. Et pour la durée? Côté études et travaux, c'est finalement assez rapide, quelques semaines à chaque fois. Non, le vrai point noir, la grande inconnue dans l'équation, c'est l'assemblée générale. Selon la date de la prochaine AG, l'attente pour obtenir le vote peut aller de quelques semaines à quasiment 1 an. C'est vraiment le point à anticiper dans le planning. On arrive au dernier point, et c'est peut-être le plus crucial. Un projet comme celui-ci ne se mène jamais en solo. La réussite, et surtout la sécurité de tous, repose entièrement sur la qualité de l'équipe que l'on va choisir. Voici le trio gagnant, le trio indispensable. L'architecte, qui est un peu le chef d'orchestre du projet. Le bureau d'études, qui est la caution technique scientifique. Et enfin, une entreprise de maçonnerie vraiment qualifiée, qui sont les mains expertes pour que la réalisation soit parfaite. Et avant de signer le moindre devis, une vérification capitale.
Les assurances. L'entreprise doit impérativement vous fournir son attestation de garantie décennale. De son côté, le propriétaire a tout intérêt à souscrire une assurance dommage-ouvrage. C'est la meilleure protection qui soit. Ces deux garanties, elles sont tout simplement non négociables. Finalement, ouvrir un mur porteur, c'est bien plus qu'un simple projet de rénovation. C'est un acte qui met en balance le désir d'espace individuel et la responsabilité collective. La vraie question n'est donc pas seulement est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt comment le faire en garantissant une sécurité absolue pour tout le monde.